C'est devenu presque un réflexe. Depuis 2 ans, Louise sort son appareil photo dès qu'il fait beau pour un safari urbain ce jour-là en compagnie de Michel. Je vais faire le panoramique. Il y en a encore une là-bas. Mais, Enfin, oui, mais 1, ça 2, continue. 3, 4, 5. Des girafes de fer qui se déplacent, mais sont toujours au rendez-vous. Et on voit aussi toutes les rues des chantiers en cours. On voit. Du 7e étage, la vue sur le centre-ville de Rennes est un peu moins dégagée depuis que ces immeubles ont poussé sur les 13 000 mètres carrés de terrain libérés par l'Hôtel-Dieu. Au fur et à mesure de l'élévation des bâtiments, j'ai vu effectivement la densification arriver, cet îlot de chaleur, en lieu et place d'un îlot de fraîcheur, pourtant prôné dans les réunions publiques par l'élu responsable de l'urbanisme. Et je lui avais fait à lui-même remarquer lors d'une réunion que je voyais naître tout autre chose sous mes fenêtres. Géographe et historienne de formation, Louise voit d'un très mauvais œil sa ville grossir à vitesse grand V au détriment des autres villes bretonnes. Rennes risque de faire la pompe qui videra de ses actifs la Bretagne comme Paris l'avait fait jadis. Une métropolisation doublée d'une standardisation contre laquelle l'Association des Amis du Patrimoine rennais se bat depuis maintenant 16 ans. La ville se reconstruit sur elle-même et les pelleteuses engloutissent des bâtisses qui auraient peut-être mérité d'être sauvegardées, comme ici l'hôtel-restaurant Le Coq Gateby, où se réunissaient les Dreyfusards pendant la révision du célèbre procès. Oui, alors là, vraiment, le bâtiment est dans un triste état. Encastré, Il mérite la restauration. encastré. Et on voit que les promoteurs... Mais qui dit qu'on n'a pas de mémoire? Villa Gateby. Pour les Amis du patrimoine, comme pour de nombreux Rennais, la capitale bretonne serait en passe de perdre ce qui raconte leur histoire, un peu de son âme, pour accueillir des dizaines de milliers d'habitants en plus d'ici 2040, sans engloutir de nouvelles terres agricoles, autrement dit densifiées. La rue de l'Alma en est un bel exemple. Sur cette grande artère, des alignements d'immeubles de 4 à 5 étages aux couleurs bigarrées ont remplacé les petites maisons avec jardin. C'est le cauchemar des habitants du boulevard Albert Ier. Dans ce quartier au sud de Rennes, la résistance s'organise. Lorsqu'on a commencé à construire des immeubles entre la rue Le Guen de Kerangal et la rue Gallet, on nous a dit non, dormez tranquille, bonnes gens. Nous, on a découvert incidemment en allant participer à l'enquête publique sur le PLU, voilà, parce que comme on était propriétaire maintenant à Rennes, on s'est dit que c'était quand même important de regarder ce qui se passait. Et c'est là qu'on a découvert, nous on a acheté fin 2016, donc ça fait 3 ans qu'on est là, une servitude qui obligerait à construire du logement collectif sur le terrain de notre maison, était décidée sans nous en avoir évidemment informés. 2 collectifs d'habitants se sont créés dans le quartier avec un même objectif, obtenir la révision du PLU, le plan local d'urbanisme qui définit les règles de construction, encadre l'avenir de la ville et le bien-être de ses habitants. Les maisons, elles ne sont pas toutes construites en même temps, elles sont rachetées les unes après les autres, alors souvent par des jeunes couples qui amènent à la fois leur énergie, de la vie, des enfants, parce que c'est important dans une rue d'avoir à la fois des enfants et des personnes âgées. Quand vous bâtissez et que vous uniformisez, en réalité, vous cassez cette diversité, vous cassez la vie de la ville. Pas assez de diversité ni de concertation, trop de construction, trop vite, trop dense, trop haut. Des critiques auxquelles répond le représentant des promoteurs immobiliers bretons. Il faut quand même ne pas oublier les contraintes auxquelles nous sommes soumis, qui sont d'arrêter de grignoter sur les terres agricoles, de reconstruire la ville sur elle-même. On a un certain nombre de friches, le quartier ici en est un exemple. C'était une ancienne brasserie, on a reconstruit un quartier sur une ancienne brasserie. On n'a pas réimperméabilisé du sol en plus. Il y a des vertus à cette densité. Pour calmer les esprits et renouer le dialogue, la métropole planche sur une charte de la construction, sorte de code de bonne conduite entre promoteurs, habitants et élus. Mais le casse-tête n'est pas réglé pour autant. Comment densifier tout en gardant des quartiers où l'on vit bien ?
la solution se trouve peut-être au-delà de la rocade, la plus belle ceinture verte de France, auréole de nature inconstructible autour de Rennes. N'est-elle pas devenue un carcan ? Alors, est-ce qu'il faut garder la ceinture verte ou la supprimer? J'ai posé la question à un collègue belge qui est un peu spécialiste de ces questions et il a suggéré une idée qui est de bon sens, qui serait d'urbaniser en partie cette ceinture verte, donc de garder des couloirs naturels, des couloirs de biodiversité, mais aussi de prévoir finalement des pénétrantes desservies par les transports en commun, avec un habitat relativement dense le long de ces axes qui permettrait à la fois de répondre à des besoins en logement, avec des densités un peu plus faibles que dans le cœur de Rennes, sans être obligé de reporter l'urbanisation très très loin. Une troisième voie se dessine, compromis entre besoins de nature et nécessité de construire plus de logements, de développer les transports publics pour éviter la dépendance à la voiture et enrayer la disparition de terres agricoles.